Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du combat terrestre et surtout de ses combattants, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michel Goya, militaire de carrière, anciennement colonel de l'armée de terre, historien, écrivain, consultant sur LCI également, et auteur donc d'une théorie du combattant récemment sortie aux éditions Perrin. Vous aviez déjà fait paraître il y a quelques mois, quelques années maintenant, L'ours et le renard, votre histoire immédiate de la guerre d'Ukraine avec Jean Lopez, et l'embrasement sur l'affrontement entre Israël et le Hamas, une coalition avec Robert Laffont. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors je vais dire, c'est un ouvrage où il y a énormément de choses et une grande diversité en fait d'angles qui sont un peu tous au centre de vos productions, que les auditeurs réguliers du podcast connaissent bien, que vous avez parfois développé à ce micro. Il y a d'abord de l'histoire militaire, et même beaucoup d'histoire militaire de l'infanterie. Il y a de l'analyse capacitaire et stratégique. Il y a du décortiquage, voire du rétex aussi, de conflits plus ou moins récents. Il y a même de la narration extrêmement précise de certains engagements qui vont de la Lorraine en 1918 jusqu'à Ouzbin en 2008, en passant par Fallujah et plein d'autres encore. Et il y a aussi et surtout quelque chose que je n'avais pas lu dans vos livres depuis longtemps et que j'ai eu grand plaisir à retrouver, c'est une attention et des développements au plus proche du combattant sur le terrain. Et pris dans la bataille, tout ça m'a renvoyé un peu à Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, où vous travaillez cette question sous le prisme individuel et personnel, qui est, je pense, un de mes livres préférés de vous. Et donc, c'est vraiment très plaisant de vous lire à nouveau piocher dans ce réservoir personnel de réflexion. Alors, j'ai déjà un peu commencé à le lire, mais je pense que c'est un livre beaucoup trop vaste pour lui faire un sort exhaustif en une heure ou deux d'émission. Et donc, j'aimerais recentrer un peu ces discussions sur ce qui est l'objet premier et affirmé de l'ouvrage, qui est le fantassin, ses métamorphoses et ses difficultés à l'époque contemporaine, et notamment le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu le point de départ de l'ouvrage. Donc tant qu'à faire, et puisqu'on est dans un podcast de questions militaires, autant en parler. Donc on va en parler, on va suivre ces métamorphoses, mais j'aurais aimé commencer avec ce qui n'est pas le point de départ tout à fait de vos développements. Vous commencez sous l'Ancien Régime, vous avez même des considérations plus anthropologiques sur ce qu'est un fantassin, ce qu'est une section, ce qu'est un groupe humain et donc de combat. Mais voilà, il y a un moment au XIXe siècle où vraiment se met en place quelque chose sur lequel vous vous attardez beaucoup, ce que vous appelez la révolution des balles, mais c'est, disons, la mise en place d'une puissance de feu vertigineuse et ce que celle-ci fait au combat d'infanterie. Et puis tout ça, ça pose aussi un peu la morphologie et qui va ensuite amener les modifications, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, peut-être repartir de ce moment, de ce XIXe siècle, d'augmentation incroyable de la puissance de feu. Oui, la révolution industrielle est aussi une révolution militaire en réalité. Et on assiste à partir du milieu du XIXe siècle à la véritable rupture en termes d'innovation technique et au début d'une vraie révolution qui va s'étaler sur à peu près un siècle, en gros jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui passe par plusieurs phases. Et la première des phases, c'est l'augmentation assez soudaine de la puissance de feu, notamment la puissance de feu du fantassin. Pour faire simple, on se retrouve avec des soldats qui sont comme à Waterloo, qui marchent, qui sont à cheval, qui commandent à la voix et qui d'un seul coup se retrouvent avec des fusils d'abord, qui tirent non plus à 100 mètres en portée pratique, mais à 400 mètres. Et donc vous avez toute une série en réalité de petites, pour prendre un terme de Schumpeter, de grappes d'innovation autour du fusil. Donc le fusil lame rayée, donc il y a des rayures à l'intérieur du tube du canon, ce qui rend les armes, les balles beaucoup plus précises. Ça, c'est une manière de contrôler ce qu'on appelle l'effet Magnus, c'est-à-dire la rotation de la balle. Si vous tirez une balle lisse dans un tube à âme lisse, vous ne savez pas dans quel sens ça va tourner, alors que si vous avez alors en plus ça va rebondir sur les bords et ça va partir avec un angle. Pas trop où ça va. Mais surtout, le fait d'avoir des rayures permet d'avoir une rotation prévisible et donc avoir une stabilité aérodynamique de la balle. Exactement. Ça existait déjà, mais depuis un certain temps. Mais là, on a des armes pratiques, c'est-à-dire que d'un emploi pratique par tout le monde, assez rapide par tout le monde. On arme ces fusils par la culasse au lieu de l'armer par le canon, par le tube, ce qui rend les choses beaucoup plus simples, les munitions évoluent, etc., etc. Mais donc, on se retrouve très concrètement avec en quelques années, au lieu de se combattre, de se tirer dessus à 100 mètres
comme au Waterloo, et puis bon, vous avez 100 mètres, vous tirez, et puis vous avez le temps finalement, avant que l'ennemi ait le temps de recharger son arme, parce que ça aussi ça compte, la cadence de tir, vous pouvez aller sur lui au contact, et essayer de combattre au corps à corps. Et là, d'un seul coup, au lieu de faire 100 mètres, il y a 400 mètres à faire. Mais on peut dire, c'est vraiment des armes, il y a un progrès, on ne parle pas assez de ce progrès technique, vraiment dans les outils qu'il y a à ce moment-là du 19e, parce que c'est des fusées, des armes d'une manière générale qui vont durer très longtemps. C'est le Lee Enfield anglais, les Moser, c'est le Chassepot français, qui sont des fusils d'excellente qualité, qui vont pouvoir tenir un demi-siècle ou un siècle. Ouais. Et c'est aussi l'invention de quelque chose qui n'avait pas de précédent depuis la poudre à canon, c'est la poudre B. C'est-à-dire, c'est la poudre qui ne fait plus de fumée, et ça change tout, parce que on le dit de temps en temps, mais un champ de bataille terrestre, naval, etc., c'est fondamentalement un gros nuage de fumée à partir de la première salve, parce qu'en plus c'est une fumée qui est âcre, qui est lourde, etc. D'un coup, il y a de la poudre presque sans fumée, et du coup, ça change radicalement la manière qu'on a de voir l'ennemi et de se comporter face à lui. Oui, tout à fait. Le fait de tirer d'armer par la culasse, par exemple, ça vous permet de tirer couché, ça vous permet le fait qu'il n'y ait pas de fumée, tout ça, ça vous masque. Si vous tirez couché, il n'y a pas de fumée, vous devenez plus invisible, etc. Donc ça pose des tas de problèmes en réalité. Et ça va cogiter pendant pratiquement un siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, sur savoir comment on fait pour combattre dans ces conditions. Parce que c'est une époque où on a encore l'ambition d'arriver au contact pour le fantassin, où il y a encore l'idée de baïonnette au fusil à la fin, et puis peut-être les 50 derniers mètres, ça se fait à la course, et on finisse par se cogner dessus la main à la main. Ce sera beaucoup moins le cas après, mais donc il y a quand même toute cette problématique de comment on franchit ce mur de balles, ou de boulet, et comment on arrive directement à contact. Oui, parce qu'on se rend compte, et c'est une leçon qui est toujours valable, c'est qu'au bout du compte, il faut aller au contact. Si on veut avoir quelque chose d'un peu décisif, il faut aller au contact, ce qui ne se traduit pas forcément par du corps à corps, qui est un phénomène plutôt rare, mais il faut aller chercher, il faut aller planter le drapeau, il faut aller pousser, il faut aller au contact. Voilà, sinon, il ne se passe rien. Et tout le problème, c'est comment on arrive à aller au contact alors qu'on a 400 mètres à franchir, quoi. Et donc, vous avez plusieurs écoles de pensée à ce moment-là. En gros, il y a ceux qui disent il faut se disperser sous le feu, s'adapter au terrain. C'est un peu l'école des chasseurs à pied. Au passage, d'ailleurs, il y a une école qui dit 400 mètres, c'est pas compliqué, il faut aller plus vite, donc il faut courir. C'est aussi l'école des chasseurs à pied. C'est un peu pour ça qu'ils ont un pas de défilé qui est plus rapide que celui des autres. Les bersagliers qui défilent en courant, ça date un peu de cette époque. Mais ce qui est quand même une proposition intéressante. Vous allez voir, il y a un mur de balles, mais pas si vous sprintez, peut-être vous avez le temps d'arriver avant la suivante. Évidemment, on s'aperçoit assez vite que ça marche pas très bien. Mais surtout, on s'aperçoit que, en dispersant les combattants, on perd le contrôle sur l'officier, le chef de la section d'infanterie. Au moment où il voit plus où sont ces soldats, et puis ceux-ci finissent par s'échouer, et il n'y a pas de contact. On n'arrive pas au contact, et il se passe finalement rien. Il y a moins de pertes, mais il se passe ça tiraille, et puis on s'arrête là. Et puis il y a une autre école de pensée qui dit écoutez, on va faire comme à Solferino, qui est la dernière grande victoire française avant la Première Guerre mondiale, 1859 si je me souviens bien, où au bout du compte vous avez des soldats français qui sont partis à l'assaut groupés, et qui sont allés percer le centre autrichien et refouler les Autrichiens. Et donc ils disent tant pis, on aura de la casse, mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller grouper. Et on va naviguer un peu dans ces deux écoles de pensée pendant très longtemps, jusqu'à la Première Guerre mondiale, sans trouver la solution, et alors que effectivement, plus le temps passe et plus cette puissance de feu augmente en réalité. Donc on a parlé des évolutions du fusil, mais après commence à s'introduire assez massivement, au moins au début du XXe siècle, les mitrailleuses. Donc là, il y a un nouveau saut en termes de puissance de feu. Arrive l'artillerie elle-même, qui en réalité va prendre la première place sur le champ de bataille, mais avec de l'artillerie à tir rapide, le canon de 75. Donc vous avez des engins qui envoient 4 km, un obus toutes les 10 secondes, etc. Et donc, le problème ne fait que s'aggraver au fil du temps, et sans qu'on trouve forcément de solution. C'est aussi ce moment, ce 19e siècle, mais qui se prolonge, le moment où on trouve une sorte de pion de base, où en tout cas il se stabilise, c'est la section, dont il faut peut-être en parler tout de suite, parce que elle va connaître plein d'évolutions évidemment, mais il y a quand même ce côté de, là on a l'unité tactique, on a la pièce, alors qu'on peut diviser en deux, on peut faire des demi-sections, etc. Mais il y a quand même une réflexion sur comment on manœuvre ces quelques dizaines d'hommes, comment on les groupe,
et comment on peut les faire bouger, quoi. Oui, c'est la réflexion de base. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette structuration, on tombe un peu sur des constantes anthropologiques. C'est-à-dire que toutes les armées du monde sont sensibles, les armées de terre en tout cas, sont organisées sensiblement de la même façon à travers le temps. Donc on s'aperçoit que ça colle à des constantes anthropologiques. C'est en gros, il y a la petite famille d'une dizaine d'individus, il y a la famille très élargie avec les cousins, alors ça fait 30, 40 individus. C'est la section d'infanterie. Et puis on saute au niveau au-dessus, c'est la compagnie. C'est environ 100, 150, parfois jusqu'à 200, mais rarement plus. En gros, ça, c'est les amis. Et l'échelon au-dessus, c'est le bataillon ou le régiment, au moins à cette époque, de 800, 1000 hommes. Et on retrouve ça partout. Et là, si on va effectivement au niveau le plus bas, le pion de base, c'est la section. La section commandée par un officier, par un lieutenant, dans l'immense majorité des cas. Et tout le problème du combat, c'est comment on arrive à faire évoluer cette section, comment on arrive à ce que cette section arrive au contact. Et on y revient face à ce mur de feu. Et là, il y a une évolution majeure, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Alors, d'abord parce que c'est l'invention de mon premier métier militaire, Je vais juste préciser la référence pour qui a étudié ça, cette question de groupe naturel, c'est Robin Dunbar. Exactement. Voilà, alors ce qui est étonnant, ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, je crois que c'est 147, ça correspond à peu près à la taille d'une compagnie d'infanterie, qui est le nombre maximum d'amis qu'on peut avoir vraiment, de connaissances en tout cas. Et donc pour revenir à cette idée de fragmentation, ce qui est intéressant, c'est que cette problématique que j'évoquais tout à l'heure entre ceux qui disent il faut disperser et ceux qui disent non, il faut rester groupé pour garder le contrôle, eh bien, elle est résolue. Ce problème est résolu en changeant un peu de regard sur les individus. On parle beaucoup d'innovation technique, on en parle depuis le début, sur l'évolution des armes. Et parce que moi j'aime bien ça, et puis c'est pas si souvent qu'on peut parler quand même de l'évolution technique du matos, c'est comme toujours très plaisant. C'est vrai, mais bien sûr. À part que, moi j'insiste toujours sur le fait que les innovations ne sont pas que techniques, et que elles peuvent être, on peut changer d'organisation, on peut changer de méthode, on peut changer de structure, on peut changer aussi de vision sur les gens. Et là, ce qui se passe, c'est que l'invention du groupe de combat... c'est juste une parenthèse, mais de toute façon, une innovation est toujours technique. C'est la différence entre une invention et une innovation, c'est-à-dire l'objet peut apparaître ou pas, ça n'est qu'à partir du moment où on l'intègre et donc on a un regard sur lui et on l'intègre à un groupe et une pratique que ça devient vraiment une innovation qui peut changer les pratiques guerrières, quoi. C'est vrai, mais à part que... Sauf que ça n'arrive pas plein de fois. Mais je pense qu'on peut innover aussi sans introduction technique. Mais par exemple, on change de regard sur les sergents. On change de regard sur les jeunes sergents, ces jeunes hommes de 20 ans qui jusque-là, des sous-officiers donc, qui jusque-là étaient sergents, qui étaient là pour contrôler en réalité que les ordres du lieutenant étaient exécutés. Donc ils étaient à l'arrière, plutôt à l'arrière de la section, et ils étaient là pour contrôler les hommes. Et puis, en 1916, on commence à se dire, tiens, si ces gens-là, si on leur donnait un peu une responsabilité, ils sont peut-être capables de commander finalement, de prendre des décisions tactiques après tout. Et donc, on se dit, tiens, on va diviser la section en 2, puis après ce sera 3, puis 4 parfois, et on va confier un petit groupe, on va créer un petit groupe sous le commandement d'un sergent. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a une solution intermédiaire entre les deux problèmes que j'évoquais tout à l'heure, la dispersion groupée. On va faire des demi-groupés et on va éclater comme ça. On va créer des petites cellules autonomes dirigées par des sergents, avec accessoirement à l'intérieur de ce groupe, et ça c'est une des évolutions aussi de la Première Guerre mondiale, c'est que au début de la guerre, on commence avec des hommes qui sont tous identiques, des fantassins qui sont tous identiques, armés du fusil, le bel, la baïonnette. Et petit à petit, on va, parce que l'important, c'est d'essayer de donner le maximum de puissance de feu à ces hommes-là pour qu'ils puissent eux-mêmes avancer en portant le feu et en neutralisant les mitrailleuses ennemies. C'est ça le problème tactique de l'époque. Et donc, on invente les fusils mitrailleurs ou les mitrailleuses légères. On les introduit dans les groupes de combat. Puis après, vous avez des gens qui vont porter les munitions, d'autres qui lancent des grenades. On invente les lance-grenades, les fusils lance-grenades, etc. Donc, en gros, on spécialise les combattants. Et ça, on a des petites
petites usines à feu, des petites machines, et dont on s'aperçoit d'ailleurs qu'elles créent des interdépendances entre les individus qui font que ce groupe il est aussi psychologiquement beaucoup plus solide que ces hommes alignés, indépendants, et dont chacun peut se dire, bon ok, si je ne fais pas le job, si je me mets un petit peu en retrait, ça ne changera pas le cours de la guerre. Mais d'une manière générale, là on arrive à la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale qui est un moment assez important, enfin qui est un moment très important, vous avez fait votre thèse sur la Première Guerre, enfin sur ce changement-là, mais dès le début, il y a quelque chose qui est manifestement assez nouveau, qui est qu'on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, autant en 1870, déjà on ne comprenait pas grand-chose, on peut argumenter que pendant la guerre de sécession, déjà c'était pas facile, mais là, il y a vraiment une sorte d'impossibilité sensorielle complète à habiter quoi que ce soit de ce qui se passe autour de vous. Et du coup, ça fait une espèce de changement un peu anthropologique de « ok, on est sur une autre échelle, on est sur d'autres métiers. Il n'y a pas de chance qu'un colonel ou un général embrasse d'un coup de regard ce qui va se passer et puisse prendre des décisions adéquates. Il y a une manière de répartir le combat terrestre, de le penser, de le séquencer, de l'organiser à l'intérieur d'un état-major. Alors, les états-majors, c'est pas nouveau, hein, mais qui fait que on est quand même sur quelque chose d'assez différent et il y a à la fois du coup une grande concentration pour coordonner toutes ces parties et en même temps un très grand éclatement puisqu'il n'y a pas à l'échelle du théâtre, à l'échelle opérationnelle, il n'y a pas d'illusion qu'un bon colonel va réussir à gérer son truc, quoi. Oui, bien sûr. Alors, la puissance de feu a obligé à la dispersion, en réalité, de tous les dispositifs. En gros, sur le champ de bataille de Waterloo, vous mettez, en 1815, vous avez 2 armées complètes qui sont face à face. En 1915, un siècle plus tard, vous pouvez mettre une division, 10 000 hommes, grand maximum. Et encore, c'est déjà assez dense. Donc, il y a une dispersion. Donc, les champs de bataille le champ de bataille se dilate véritablement dans l'espace et dans le temps. Pour commander ça, vous êtes général qui commande une armée, vous êtes à l'arrière. Je rappelle qu'à l'époque, on commande encore à la voix, avec des messagers, à cheval, et donc il y a aussi une dilatation du fonctionnement, dilatation des ordres, tout prend beaucoup de temps, c'est très compliqué à gérer, et dans une ambiance très complexe. Donc c'est l'armée napoléonienne avec une puissance de feu multipliée par 20 ou 40 même si on engage l'artillerie. Donc il faut c'est ce qui explique d'ailleurs la lenteur aussi des opérations, leur complexité, et donc il faut trouver des solutions. La lenteur des opérations en complexité qui rappelle par exemple ce qui se passe en Ukraine actuellement, et c'est sensiblement pour les mêmes raisons. Et le même rapport qui s'est déjà un peu modifié au 19e siècle, mais au terrain, à se camoufler, à plus essayer d'avancer en colonne, plus, etc. Les vagues humaines qu'on voit à la fin de 1917, c'est bien beau, mais enfin bon, ça, globalement, ça n'a jamais particulièrement marché. Voilà, c'est intéressant, c'est un truc qui revient plusieurs fois dans le livre. Mais vous écrivez plusieurs fois qu'on surestime toujours beaucoup, mais hier comme aujourd'hui, la vitesse d'une attaque. En vrai, une attaque, mais même à l'époque de la Blitzkrieg, quoi. Enfin, ça va pas très vite, ça va à quelques kilomètres/heure dans les bons cas. Sûr. Parce que en vrai, on fait pas des sprints à travers un terrain découvert. C'est pas comme ça qu'on avance quand il y a de la puissance de feu en face, quoi. Oui, regardez comment, par exemple, on montre les combats de la Première Guerre mondiale. Je sais pas, moi je pense à la scène d'introduction d'un Au revoir là-haut, où on est en 1918 et voilà un officier fou qui décide de lancer un assaut et on voit les hommes se ruer, courir vers la ligne de tranchée allemande et évidemment se faire massacrer. Et en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. C'est extrêmement lent. Les combats en 1918, c'est des hommes qui marchent, et ils courent pas, et derrière un barrage d'artillerie qui tombe, voilà, et qui toutes les 2 minutes fait un autre bond de 100 mètres, et donc derrière vous avez les fantassins qui avancent, qui font du 100 mètres, qui mettent 2-3 minutes pour faire 100 mètres, quoi. Et encore, ils considèrent que ça c'est un peu le maximum qui est possible de faire. Donc ça va, en réalité ça va très lentement. Les gens cherchent, s'adaptent au terrain, se planquent, ils cherchent à toujours avoir des liens entre eux, à se voir. On passe énormément de temps à essayer de comprendre les choses en réalité sous le feu. Plus qu'à tirer sur l'ennemi ou essayer de combattre, on cherche surtout à essayer de comprendre ce qui se passe, où sont les copains, où sont les autres, et comment on fait pour avancer. Donc en fait non, c'est très méthodique. C'est à la fois un peu bordélique, hein, il y avait énormément de désordre dans tout ça, mais en réalité c'est très lent, quoi.
Et il y a cette sophistication. On ne va pas passer sur tous les lieux communs de la Première Guerre mondiale, l'impossibilité de percer, la défensive, etc. Je pense qu'on connaît assez bien, mais il y a quand même un truc dont vous avez déjà parlé, mais qui est la sophistication extrême du combat d'infanterie qui se met en place pendant cette Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette diversification, ces armes, ce combat interarmes, enfin pas interarmes, enfin si d'ailleurs il y a aussi de l'aviation et des chars qui arrivent, mais même au sein de l'infanterie, ces spécialisations qui sont obligées d'apprendre à coopérer entre elles. Et vous écrivez, je cite, « Un sergent chef de combat en 1918, téléporté 100 ans plus tard pour assurer la même fonction dans un régiment d'infanterie français, comprendrait rapidement comment faire, plus rapidement en tout cas que s'y revenait 4 ans plus tôt. » Il y a un truc de... Là se met en place l'espèce d'immense diversité de métiers de l'infanterie, parce que le fantassin c'est sympa, mais en fait tout le monde a des spécialités et tout le monde est complémentaire. Et c'est pendant cette Première Guerre mondiale, selon vous, que ça se cristallise, disons, cette répartition des rôles, quoi, et cette habitude de travailler ensemble. On arrive un peu au sommet de ce qu'on peut faire en termes de combat d'infanterie à pied. Donc on crée par exemple les unités d'appui aussi, donc c'est nouveau, c'est une autre innovation. Donc les unités, tous les équipements qui sont un peu lourds, qu'on peut pas porter seul, où on est obligé de travailler en équipe, les mitrailleuses, les mitrailleuses lourdes, les mortiers qui apparaissent, donc on crée des unités d'appui. On essaie de coordonner tout ça. Le combattant lui-même, dans les sections d'infanterie, finalement, on l'évoquait tout à l'heure, le fusil, on arrive un peu au sommet dans ce qu'on peut faire en termes de fusils, tout simplement. Et ces fusils, ils vont rester très, très longtemps en service. Donc, ils n'ont pas forcément une cadence énorme. Par contre, ils sont capables de tirer à 400, 500, 600 mètres sans trop de problème. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est trop. Ça ne sert à rien de tirer à 800 mètres, alors que l'immense majorité des combats d'infanterie se font à 400 mètres. Et d'ailleurs, ça permettra une autre innovation qui est le fusil d'assaut un peu plus tard. Où on se dit, peut-être avec des munitions un peu moins puissantes, ça peut faire le job. Et comme elles sont un peu moins puissantes, on peut peut-être plus tirer en rafale. Donc en gros, oui, on arrive un peu au sommet de ce qu'on peut faire dans le combat à pied. On va améliorer les choses, on va peaufiner d'une certaine façon les choses par la suite. Dans la Seconde Guerre mondiale, on va introduire les pistolets mitrailleurs dès 1918, on va introduire des mitrailleuses légères, mais fondamentalement, une section d'infanterie de 1918 peut combattre encore jusqu'à très récemment une autre section d'infanterie moderne, quoi. Après, bien sûr, il y a tous les aspects optiques, de nuit, transmission, etc. Mais on a atteint, en tout cas, effectivement, un palier en 1918 sur le combat d'infanterie à pied. Oui, parce que c'est ça la grande nouveauté. Donc vous dites ça, tout ça c'est assez stationnaire, mais ça va aussi avec une baisse des budgets, une baisse de l'investissement dans les questions de défense en sortant de la Grande Guerre, ce qui est relativement intuitif et compréhensible. Par contre, la grande nouveauté, le grand renouvellement, ça va être la mécanisation qui va se mettre en place à partir de pendant toute l'entre-deux-guerres, d'ailleurs sans une grande évidence, parce que les chars arrivent à la fin de la Première Guerre mondiale, mais on ne peut pas dire qu'on en ait tiré des leçons extrêmement univoques de ce que c'est, à quoi ça sert, comment bien s'en servir, etc. Parce que, à part les tout derniers mois, globalement, ça plante surtout, les offensives de chars. Et du coup, il y a l'entre-deux-guerres va être toute une période de digestion de cette mécanisation, qui est tout un enjeu de savoir si c'est la cavalerie ou l'infanterie, ou un peu des deux, ou entre les deux, etc. Mais tout le monde va se mécaniser d'une manière ou d'une autre, la cavalerie pour faire des percées, et les fantassins parce que sur un champ de bataille moderne avec la ferraille qui vole, c'est quand même pas bien confortable d'être à pied. Oui, alors c'est la deuxième phase technique de cette révolution militaire, c'est la motorisation et la mécanisation, et la troisième étant la révolution des communications, les transmissions, alors qui est quasi parallèle en réalité avec celle de la motorisation. On s'aperçoit que le problème majeur dans la Première Guerre mondiale, d'abord c'est comment on arrive à se déplacer sur ce champ de bataille, on y revient toujours, donc on invente les chars d'abord pour pouvoir se déplacer à courte distance sur le champ de bataille, donc des engins blindés au départ qui étaient conçus d'ailleurs pour porter des fantassins, puis on s'est dit on verra plus tard, mais on va faire d'abord surtout des bases de feu, des trucs qui vont servir de force de choc. Un char 1918 ça roule 2 jours, quoi, après c'est en panne, c'est fini, et puis ça roule à 4-5 km/h, c'est un truc qu'on commande à pied, les premiers chars.
Donc ça sert d'instrument de choc. Et en même temps, l'autre aspect, c'est l'aspect motorisation, c'est-à-dire qu'on développe aussi beaucoup des camions, de toutes ces choses comme ça, qui permettent de transporter les troupes au niveau opérationnel, sur l'ensemble du théâtre d'opération. Donc ça change beaucoup de choses. Mais avec ça, on peut pas faire du tout-terrain, pour faire simple. Donc on peut pas exploiter. Et donc, ce qui se passe véritablement, et ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une sorte de gel un peu de tous les changements pendant de 1918 au début des années 30. Il y a un gel un peu partout, pour des raisons évidemment compréhensibles. Et à partir du début des années 30, il y a une explosion de la mécanisation, de la motorisation. Donc ça part un peu dans tous les sens. On expérimente plein d'engins à moteur, des engins blindés, des engins à chenilles. Donc en fait, avec des engins blindés à chenilles fiables, qui peuvent durer longtemps et qui... C'est bien ça, les chenilles. Bien sûr. Je demande pour la blague étant que, évidemment, les chenilles, on n'en a plus beaucoup de nos jours. Oui, mais c'est un vrai problème, effectivement. Je pense qu'on serait très embêtés. Non, la chenille, on a beaucoup parlé, je crois, sur cette antenne. Enfin, voilà, ça fait partie des grands débats de l'armée française, la roue, la chenille. On s'écharpe là-dessus depuis les années 30, en fait. Et donc, oui, non, mais ce qui se passe, c'est que, il faut bien comprendre, dans les années 30, en gros, c'est la première phase des innovations. Quand vous avez quelque chose qui arrive, ça part un peu dans tous les sens. On expérimente, donc on a des types d'engins blindés, motorisés, on a là des dizaines. Et tout ça, il va y avoir une maturation pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit à petit, on va réduire d'ailleurs les types d'engins, le blindé de cavalerie, le blindé d'infanterie, le truc lent et lourd ou le truc léger et rapide. Finalement, on va faire un peu la synthèse. Ça va donner le char de bataille qui est un peu polyvalent, qui est apte à tout. Et puis après, il y a aussi, il faut quand même pas oublier tout ce qui est infanterie mécanisée, le transport être sur le champ de bataille, pouvoir vraiment évoluer sur le champ de bataille, il faut de la chenille et de l'acier. Et donc tout ça se crée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et où on arrive d'ailleurs, effectivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à un autre palier qui est celui de ce nouveau type de guerre motorisé ou mécanisé, si on introduit de la chenille et de l'acier. Avec ce moment, on n'a pas besoin parce qu'on en a parlé sur cette antenne avec Jean Lopez autour de sa magistrale biographie de Guderian, mais il y a qui n'est pas un summum, mais qui est en tout cas un moment de précipitation, tout ça, qui est la division Panzer, parce que ça articule plein de choses, beaucoup de télécommunications, l'idée de prendre des décisions en boucle très courte pour prendre l'ennemi, avec une coordination avec l'aviation. C'est un peu bordélique, mais Guderian est un bon exemple de comment on peut intégrer tout ça et le concaténer en quelque sorte en 1938, 39, 40, etc. Et voilà. Après, il y a un moment où tout ça va finir par être repris, imité par les Américains, par tout un tas de gens. Et donc, la chose finit par se diffuser. L'avantage comparatif des Allemands finit par nettement baisser. On arrive donc à sortie de la Seconde Guerre mondiale avec ce combat blindé, mécanisé, y compris, vous faites tout un truc sur la deuxième DB, oui. Et en disant bien, la deuxième DB de Leclerc, c'est le summum de ce qu'on peut faire en termes de combat blindé à l'époque. Exactement. Et encore pendant longtemps. Et le truc, c'est certains ont pris de l'avance, les Allemands, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est bien synthétisé et blindé mécanisé. Encore une fois, rappelons-le, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des chars. Un char seul, ça n'avance pas, parce que ça se fait taper tout de suite. C'est un char avec des sections d'infanterie, etc., dans une division blindée où il y a donc des compagnies d'infanterie. Et voilà. Exactement. Alors, je me suis amusé. C'est pour ça que j'étais un peu embêté. Comment je décris les évolutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai essayé de prendre juste un exemple, qui est celui de la bataille de Dompierre, en juin 1944, de la 2e division blindée. Alors, ce qui m'a amusé, c'est que quand je décris le combat, en fait, moi qui ai commencé ma carrière dans l'infanterie mécanisée, je faisais exactement la même chose 40 ans plus tard, c'est-à-dire les procédés qui sont utilisés, la coordination entre les chars, l'infanterie mécanisée, les appuis, etc. C'est exactement la même chose. Et donc ce que je veux dire, c'est que là, oui, on arrive à une sorte de palier, et 40 ans plus tard, on faisait toujours la même chose, voire 50 ans plus tard. Alors,
des moyens nouveaux. Les chars de bataille, ils ont considérablement évolué. Mais c'est intéressant, surtout de ne pas opposer les chars et l'infanterie, même si évidemment, il y a des questions de ressources à allouer, etc. Mais les chars n'avancent pas sans l'infanterie, et l'infanterie a beaucoup de mal à avancer sans les chars confère l'Ukraine actuelle. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, et donc il ne faut pas penser la bataille de chars comme qu'avec des chars. La bataille de chars, c'est des chars au centre et plein de choses de combattants à pied autour. Tout à fait. Alors je précise que mon bouquin est sur les combattants rapprochés. J'aurais dû appeler ça les combattants de mêlée. C'est une expression que j'adore. Le rugbyman que je suis adore ça. Les troupes de mêlée, donc ces troupes qui vont au contact. Et là-dedans, bien sûr, il y a les tankistes, tous les chars, tout ce qui sont sur blindés, infanterie blindée, infanterie à pied, etc. Des sapeurs aussi. Dans tout ça, il y a aussi du génie. Il y a aussi de l'artillerie qui derrière qui appuie. C'est intéressant la mêlée parce que c'est un terme à la fois très évocateur et en même temps on a mais sans doute par mauvaise compréhension extérieure du rugby, mais on a l'impression que c'est le bordel si c'est la mêlée, alors que c'est quand même des choses qui sont extrêmement structurées, extrêmement organisées. Mais c'est intéressant d'avoir choisi ce terme-là, la mêlée. Oui, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est intéressant. Bon, oui, la mêlée, on l'imagine, une bataille médiévale, tout le monde se fout sur la gueule. On imagine les bagarres d'Astérix, etc., où on ne voit plus rien à la fin, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose du contact et du contact. Il y a cette direct. Idée ce sont les unités qui vont au contact, qui vont au choc aussi. Et donc, voilà, d'une certaine façon, il y a un deuxième palier qui intervient à la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va introduire des missiles, il y a d'autres engins qui vont arriver, les hélicoptères d'attaque, etc., mais qui fondamentalement vont pas changer complètement vraiment la nature des combats. On parlait de la densité des forces. Prenez la densité des combats, je sais pas, pendant la guerre du Kippour, enfin dans des combats blindés, mécanisés, modernes, c'est sensiblement les mêmes que à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour reprendre cette image de la téléportation, voilà, téléporter des général Guderian, vous le téléporté en 2010-2020, au début de la guerre en Ukraine, par exemple, il comprendra exactement ce qui se passe, quoi. Si on prend les Zhukov du côté russe, Malinovski du côté ukrainien, il comprendra assez rapidement comment ça se passe. Mais les choses vont changer par la suite. Mais d'autant qu'il y a un élément qu'il faudrait introduire là-dessus, sur lequel vous consacrez un chapitre spécialement consacré à la France, c'est la question atomique et le fait que ça draine quand même énormément de ressources, alors de ressources matérielles, financières, mais aussi de ressources d'énergie et de matières grises doctrinalement. Tout le monde est concentré sur l'arme nucléaire, parce que voilà, c'est le gros dossier du moment, et toutes ces déclinaisons jusqu'au champ de bataille nucléaire sur lequel vous aviez déjà écrit auparavant, notamment dans S'adapter pour vaincre, je pense. Mais du coup, il y a un truc de plus personne n'investit beaucoup de temps et d'énergie à penser le combat d'infanterie, la première armée, elle doit faire face aux soviétiques, mais on se pose pas plus que ça la question de comment elle va le faire. Et c'est une référence qui redevient à la mode. Enfin, vous n'êtes pas le premier mec qui est Brossolet, qui est Guy Brossolet et son essai sur la non-bataille, qui pense tout un truc sur maillage territorial, guérilla, comment est-ce que pour le coup, avec des troupes de mêlée, avec des troupes de combat direct, on pourrait arrêter les forces du pacte de Varsovie, etc. J'ai lu notamment, il y a Joseph Enrotin qui avait publié un long article là-dessus, il y a Michael Shurkin qui s'y a beaucoup intéressé récemment, mais une référence qui tombe un peu, qui est un peu une voix dans le désert, à une époque où tous les intérêts, alors c'est le livre blanc de 72, etc., mais se portent sur le nucléaire, ce qu'on en fait et comment ça axe toutes les capacités françaises. C'est vrai, alors d'abord il y a une question de répartition des ressources, mais qui n'est pas spécifique au nucléaire, c'est tout au long du XXe siècle. En gros, vous avez le développement de forces navales, de forces aériennes, surtout, c'est ça qui va commencer à prendre beaucoup de ressources, ce qui est au passage totalement justifié, mais du coup, la part qui est consacrée aux troupes de mêlée, justement, elle se réduit. Donc, on a de plus... Et puis même, d'ailleurs, le capital, en termes techniques, par opposition au travail, donc aux hommes, ce capital lui-même, il coûte de plus en plus cher. Constituer une division blindée, c'est infiniment plus cher qu'une division d'infanterie de 1918. Et donc, mécaniquement, on en a moins. Donc, il y a une sorte de fonte
un petit peu de ces unités de combat, de ces unités de mêlée, et à l'intérieur de ces unités de mêlée, peut-être aussi de l'infanterie, qui est souvent un peu la dernière servie, et qui au bout du compte n'évolue plus tellement techniquement. Et donc on se retrouve aussi effectivement avec l'apparition des armes nucléaires. Alors, ça change. Beaucoup de ressources, et notamment en France, sont évidemment consacrées, dont en particulier les années 60-70 sont consacrées à l'arme nucléaire, ce qui en fait évidemment moins pour les autres. Et puis ensuite, ça change un peu complètement les perceptions du combat, quoi. Finalement, en combat en Allemagne, la notion, par exemple, de victoire sur le champ de bataille disparaît. D'abord, on n'imagine pas qu'on va vaincre l'armée soviétique. On s'est dit au mieux, qui était a priori très supérieur, au moins en volume. Et donc, en gros, en fait, quelle est notre mission là-dedans, parce que moi, j'y étais, je suis un vieux soldat de la guerre froide. Et quelle est notre mission là-dedans? En gros, c'est vous freinez autant que possible l'ennemi, et puis vous lui montrez qu'on est vraiment déterminé à se battre, et si possible vous allez mourir en masse, comme ça va justifier éventuellement l'emploi de l'arme nucléaire. En fond de tableau, vous êtes toujours l'arme nucléaire. Et puis après, dans les modalités, oui, la première armée française de l'époque n'est pas très différente de la première armée française du général Delattre, dans sa composition, dans ses méthodes, mais parce qu'il y a aussi une forme de conservatisme, tout simplement. Tous les officiers qui sont là, tous les généraux qui sont là, ils ont connu que ça, et puis ils ne voient pas comment on pourrait faire autrement. Les idées de Brossolet, en réalité, ok, ça peut être intéressant, mais en fait, on n'est pas sûr. Ça aussi, c'est très important. C'est entre un système, un modèle d'armée que l'on connaît, et donc on connaît les forces et les faiblesses, et un autre modèle alternatif éventuellement dont on n'est pas très sûr en réalité de ce qu'il peut donner. C'est un risque très important de changer complètement de modèle. Alors, dans les faits, moi je suis un grand fan effectivement de ce type de méthode. On s'aperçoit globalement que ça fonctionne plutôt pas mal, mais on n'ose pas. Alors, Brossolet surtout critique l'arme nucléaire tactique. Il dit voilà, bon... Et ce que je fais aussi allègrement. Aujourd'hui, ça paraît de bon sens. Oui, mais à l'époque, il faut bien comprendre dans quel état de folie, surtout aux États-Unis, mais pas que, on se disait, tiens, on peut faire ce champ de bataille de type Seconde Guerre mondiale, on peut le faire avec des armes atomiques. On va faire des obus atomiques, des missiles anti-aériens atomiques, on va faire la même chose, mais avec un peu plus de puissance de feu, et puis ça va nous permettre de compenser justement peut-être l'infériorité numérique vis-à-vis des soviétiques. Et on s'aperçoit que dès qu'on commence à faire des exercices, on s'aperçoit que c'est quand même un peu compliqué de se taper dessus à grands coups d'armes atomiques. Mais alors, donc ouais, comment dire, il y a ce modèle et donc cette espèce de stabilité de cette armée cette armée qui est encore très largement basée sur la conscription, qui est basée, etc. Mais alors là, moi, c'est vraiment les parties que j'ai trouvées les plus intéressantes dans le bouquin, c'est que vous essayez de réinterroger tout ça et de poser des questions un peu transversales. Donc là, on a fait une sorte d'évolution un peu linéaire de la question, et vous essayez de toucher du doigt un peu les trucs immatériels, les trucs qu'on expédie en une phrase habituellement, de dire machin a été meilleur que machin, etc., etc. Notamment, et il y a notamment vous faites une tentative de quantification de la qualité tactique de la troupe. Vous sortez une équation, ce qui n'est pas habituel. Vous proposez une équation avec plein de variables, mais en tout cas, il y a une question de comment est-ce que, au-delà des effectifs, au-delà du nombre, etc., comment est-ce qu'on est capable de mesurer ce qui fait une bonne troupe de mêlée, une bonne unité tactique, et la question aval, c'est comment on l'améliore. Mais il y a vraiment cette interrogation mais qui est une interrogation qui est très propre, qui est très consubstantielle aux armées, à l'arme terrestre. C'est est-ce qu'il faut des divisions d'élite ou pas, ou est-ce qu'il faut essayer d'unifier au maximum le niveau. Mais donc il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on essaye de monter le niveau et surtout comment est-ce qu'on l'apprécie, quoi. D'accord. Alors, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'effectivement, on constatait ça depuis très longtemps, c'est que dans le combat moderne en particulier, sur le champ de bataille, d'abord,
s'aperçoit que on est sensiblement sur les mêmes volumes de part et d'autre, que en gros ça sert à rien d'augmenter le volume de force à l'attaque, vous allez augmenter le nombre de pertes plus qu'autre chose, quoi. Et donc le rapport de force il est toujours vraiment au niveau du bataillon, enfin au niveau relativement bas. C'est du 1 contre 1 ou 2 contre 1 grand maximum. Bon. Et donc les théories sur il faut réunir 3 contre 1 pour pouvoir attaquer dans de bonnes conditions, en réalité ça n'arrive quasiment jamais. Et ça c'est premièrement. Deuxième élément, c'est que dans ces unités qui finalement se ressemblent un petit peu, les résultats sont très asymétriques, très souvent. C'est-à-dire, en gros, il y a une unité qui écrase l'autre, véritablement. Et alors que sur le papier, elles sont assez proches. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qui est important, c'est... Ça, c'est surtout le matériau de la Seconde Guerre mondiale. Parce que après, c'est... Oui, mais d'abord, il faut avoir des éléments tactiques, il faut avoir des éléments... D'abord, il faut s'y intéresser. Il faut le regarder, il faut le quantifier. Aujourd'hui, l'Ukraine est un assez bon contre-exemple de ça. Il n'y a pas d'écrasement de part et d'autre, sauf dans de rares moments. Mais en tout cas, la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale fournissent un corpus, en quelque sorte un peu pléthorique, où on peut voir, à pleine force, une division contre une division, qu'est-ce que ça donne. Et là, effectivement, il y a des résultats très asymétriques. Les performances d'unités qui sont semblables sur le papier sont très différentes. Certaines unités fonctionnent beaucoup mieux, ont beaucoup plus de résultats que d'autres qui sont identiques. Et notamment, il y a un exemple qui a été très étudié aux États-Unis, c'est celui du 11e régiment de cavalerie. Donc c'est l'unité, on appelle ça OPFOR, qui est dans un grand camp d'entraînement dans le Nevada, où toutes les brigades américaines passent, et elles sont opposées à une unité qui était équipée à la soviétique. C'est ça, c'est à hurler de rire. C'est que la meilleure division de toute l'armée américaine, elle combat sur des matériels soviétiques. Exactement, et elle combat à la soviétique. Et donc, cette idée d'avoir une force d'opposition réaliste. Donc, en gros, ils font les méchants, ils font les rouges pour que tout le monde vienne s'entraîner face à eux. Et le fait est qu'ils tapent tout le monde. Voilà. Et ces unités qui sont sur le papier, en réalité souvent inférieures aux brigades américaines classiques de l'US Army qui leur sont opposées, leur mettent des raclés quasiment à chaque fois. Et donc, on se dit, tiens, bon, c'est quand même bizarre, il y a peut-être une anomalie. Puis on s'est aperçu que, en réalité, que la force de cette unité, c'est qu'elle bossait tout le temps. Donc, ils avaient, alors c'est de l'expérience virtuelle, mais c'est quand même très bien simulé. Et donc, tactiquement, c'était c'est virtuel, c'est-à-dire ils se font pas vraiment sauter des obus de 155, mais... Voilà, il n'y a pas de mort, ce qui change quand même beaucoup de choses. Mais au niveau... Enfin, ils se déploient quand même, ils tirent quand même. Oui, donc il y a des systèmes laser qui en jouent les pertes de manière assez réaliste, etc. Ces gens-là, ils ont une expérience du combat qui est très supérieure à tous les autres. Ils n'arrêtent pas. Ils font pas de missions secondaires, annexes. Ils font pas de parade, ils font pas de trucs comme ça. Ils passent leur temps à se battre, virtuellement, mais quand même à se battre. Et en plus, à l'intérieur de consignes d'une doctrine assez unifiée, assez stabilisée. Qu'ils connaissent par cœur, ils appliquent parfaitement, sur un terrain qu'ils connaissent aussi par cœur, etc. Et on s'aperçoit que tous ces facteurs qualitatifs, la qualité tactique de leurs troupes, leur expérience, la qualité du commandement, la structure du commandement, comment on donne les ordres, à quelle vitesse ça va, etc., ça a une importance considérable. Et donc, c'est là, logiquement, on devrait en conclure que c'est surtout là-dessus qu'il faut peut-être insister. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est difficile justement à mesurer, quantifier. Quand on fait des planifications d'exercices, on dit il y a les rouges, les bleus, il y a nous, les rouges. Comment on mesure le rapport de force? On prend des chiffres, quoi. On dit ils ont tant de chars, tant de trucs, nous on a ça, puis on quantifie, quoi. Mais c'est très difficile de mesurer véritablement le vrai niveau qualitatif. Alors, dans le passé, dans les guerres précédentes, on le faisait. Même pas la Première Guerre mondiale, on disait, on classait les divisions allemandes de 1 à 4, par exemple, en fonction de leur niveau de qualité. Mais il faut bien comprendre ça. L'unité qui a une qualité tactique très supérieur. Et donc, c'est pour ça que j'avais une équation. On dit, il faut mesurer. Et vous avez un échelon de plus que votre adversaire au niveau tactique, vous allez certainement le battre. Vous avez 2 échelons, vous allez le battre certainement et vous allez lui infliger beaucoup de pertes. 3 échelons de différence, l'ennemi est complètement éclaté, quoi. Un exemple intéressant pour ça que vous prenez, que vous travaillez un peu, c'est la guerre des Malouines. Oui. Qu'on retient à peu près toujours uniquement pour la partie navale, oui. Parce que les exocets, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas banal de voir des navires de premier rang anglais se faire couler, mais
Il y a aussi toute une partie de bataille d'infanterie, et dans des bleds et sur des toponymes, des monts, etc., dont personne n'a jamais entendu parler, parce que c'est Malouine, quoi. Mais où, là, vous montrez bien qu'ils sont à peu près à égalité, en termes de nombre, même en termes d'équipement. Les Anglais sont même plutôt un peu en dessous, et en fait, ils les tapent à chaque fois. Oui. Alors c'est très intéressant parce que là, on a des exemples purs, chimiquement purs, de combats d'infanterie, d'unités face à face. Il y a très peu d'interventions extérieures, il y a très peu d'appui aérien, par exemple, enfin de choses qui... donc c'est fantassin. Comme l'entraînement. Voilà, c'est fantassin contre fantassin. Et souvent, alors avec d'ailleurs cette difficulté britannique, qui sont à l'attaque. Et que les Argentins sont toujours en défense, donc sur des positions préparées, etc. Et que les Britanniques sont systématiquement inférieurs en nombre, pratiquement. Et qu'effectivement, ils les tapent à chaque fois. Et à chaque fois, ils leur mettent une raclée. Et ce qui est un exemple typique. Donc il y a 4 combats comme ça d'infanterie qui montrent bien que c'est avoir une unité bien formée, solide, etc. C'est mieux que d'avoir une unité qui est un peu légèrement formée. C'était le cas des Argentins. Même s'ils ont... il y a quand même l'aspect très professionnel là-dedans. Alors, les Argentins pourraient être très motivés, mais si vous n'avez pas les compétences, on revient on revient, si on descend encore d'une échelle, on revient à ces questions fondamentales qu'on se pose lorsqu'on rentre sur ce qu'on appelle une zone de mort. Enfin, concrètement, un champ de bataille, quand on arrive au contact de l'ennemi, c'est est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller? En gros, si vous allez défendre la patrie, vous pouvez avoir des valeurs. Et est-ce que je peux le faire? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que j'ai les compétences, etc. Si vous répondez oui à cette question, fondamentalement, vous allez plutôt bien vous comporter. Et plus il y a de gens qui répondent oui dans votre unité à cette question, plus l'unité va performer, quoi. Si vous répondez non, très rapidement, vous allez diminuer en efficacité. C'est-à-dire, je ne comprends rien, je suis dépassé par les événements, je suis paralysé. Et donc, vous avez des unités complètes, comme ça, de gens néophytes mal formés, qui ont été envoyés peut-être un peu en vrac sur un champ de bataille. Et puis, vous pouvez être sûr que ces gens-là, ils seront mauvais, quoi. Forcément. Avec une question centrale qui est aussi une interrogation thématique qui est évidemment celle de l'entraînement. Avec l'idée évidente que donc on fait pas la guerre avant la guerre. Enfin, la seule manière de faire la guerre, c'est qu'il y ait des morts. Donc on s'entraîne pas. On s'entraîne pas à ça. On peut s'entraîner à plein de choses, mais pas à ça. Et avec donc une immense interrogation de comment on assume cet irréalisme de l'entraînement quel qu'il soit. Et comment on passe le pas. Alors, c'est hyper intéressant. Je caricature un peu ce que vous dites, mais vous défendez l'entraînement à balles réelles, y compris le fait de faire ramper les recrues et de leur tirer au-dessus de la tête avec des balles réelles. Ce qui a l'air comme ça un peu d'une parodie, genre Full Metal Jacket, etc., le genre de truc qu'on voudrait ne plus faire aujourd'hui. Mais ce que vous dites, c'est là que moi, c'est toujours ces passages-là où vous tirez de votre expérience personnelle, vous dites, en fait... il n'y a pas vraiment d'autre moyen que quoi que ce soit marche. Enfin, le propre de l'activité combattante est que quand même, a priori, il y a une probabilité non nulle qu'on crève, et que donc l'idée qu'il y a un entraînement dangereux n'est pas absurde si on le fait correctement. Oui, alors encore une fois, le problème majeur, c'est que on ne peut pas reproduire complètement un combat avec notamment ce paramètre très mort qui est quand même fondamental, et qui change quand même beaucoup de choses. Je dirais, vous avez tout un développement aussi que je laisserai les lecteurs, les auditeurs devenus lecteurs lire sur l'amygdale, ce qui se passe dans le cerveau quand on entre au contact, la paralysie, etc. Ou au contraire... le surcroît de capacité. Bon, voilà, il y a toute une réflexion qui vous habite depuis assez longtemps, depuis au moins sous le feu. Donc voilà, mais fondamentalement, le fait est que physiologiquement ou pas physiologiquement, ou même intellectuellement, ce truc-là ne se simule pas sur un champ de manœuvre. Non, c'est très compliqué, ça c'est un vrai problème, effectivement. C'est comme si on disait, vous allez jouer un match de foot mortel, ou un match de rugby, dans quelques années, vous ne savez pas très bien quand, mais vous n'avez pas le droit de faire des matchs d'entraînement. Il faut s'entraîner différemment. Et donc concrètement, pour s'entraîner au champ de bataille, soit vous essayez de simuler la pression psychologique, c'est un facteur mental. Ce que l'on cherche à avoir, c'est des soldats qui répondent oui à cette fameuse question et qui pour cela résistent à la pression. Et donc, on va simuler la pression. Donc, on va stresser les gens, on va les écraser, on va faire plein de trucs qui ne sont pas forcément très réalistes, mais on va faire peur, etc. On va stresser. Bon, et on se dit, voilà, si on résistait à ça,
vous pouvez résister à la pression du champ de bataille. Bon, avec cet inconvénient qu'on peut user aussi et casser un certain nombre de gens de cette façon. Je vais juste citer une citation que j'aime beaucoup de Michael Howard sur le sujet, oui. que j'ai découvert par Olivier Schmitt, dans un bouquin d'Olivier Schmitt à l'époque. Je cite, « C'est comme si un chirurgien devait pratiquer toute sa vie sur des mannequins pour réaliser une seule vraie opération, ou si un avocat plaidait 1 ou 2 fois dans un tribunal vers la fin de sa carrière, ou si un nageur professionnel devait passer sa vie à s'entraîner sur la terre ferme pour un championnat olympique dont les résultats déterminaient la survie de sa nation. » Oui, bon, bien sûr. Mais alors, bon, par ailleurs, ça ouvre vers tout un tas de problèmes extrêmement complexes, moraux, est-ce que du coup la tendance naturelle des militaires est à vouloir faire la guerre, un minimum, pour pouvoir être performant le jour, etc. Enfin, ça pose sur des questions politiques qui sont vraiment assez profondes est-ce qu'on peut avoir une armée sans jamais l'employer et du coup, est-ce qu'avoir une armée et vouloir qu'elle soit performante amène forcément à faire la guerre, qui sont des questions, des interrogations politiques, je pense, assez difficiles à résoudre. Mais on peut dire simplement sur cette question de l'entraînement que il y a, enfin, encore une fois, c'est personnel, vous dites, en même temps, l'entraînement, quand la perspective de la guerre s'éloigne, il devient de plus en plus pourri, quoi. D'une manière. Oui, vous parlez de votre entraînement physique, de votre préparation physique quand vous êtes entré dans les armées. Donc, c'était quoi? C'était dans les années 80, fin des années 80? Oui. Mon premier régiment, c'était en 84. Voilà. Vous dites, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ou pour le coup, mais d'ailleurs, à la faveur d'un certain nombre d'opérations extérieures qui ont aguerri les armées françaises, maintenant on fait des trucs qui valent ce qu'ils valent, mais qui plutôt pas mal. Vous dites, à l'époque, vous étiez en short basket et vous faisiez un footing et c'était ça la préparation physique, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est... comment dire, oui, le truc qui m'avait frappé, c'est en arrivant au régiment, c'est qu'on faisait les tests physiques annuels, donc ça se fait toujours, bien sûr, et les tests physiques annuels, on appelait ça les BATIVAP à l'époque, c'était des tests d'athlétisme. Et donc, il fallait faire du saut en hauteur, il fallait faire du lancer de poids, etc. Et donc, moi, je voyais des sous-officiers qui étaient physiquement qui étaient des bêtes, des mecs costauds, et puis devant une perche, enfin devant le saut en hauteur, qui est un truc hyper technique, hyper précis, qui était complètement perdu, quoi. Il dit, comment je fais pour sauter? Et je me dis, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, en réalité... personne ne fait du saut en hauteur sur le champ de bataille, on lance pas des poids, enfin, pourquoi on fait ça? Et en fait, on s'aperçoit, oui, qu'il y a une forme d'entropie, enfin de dégradation ou d'éloignement des réalités de champ de bataille. Mais c'est valable dans la formation, dans l'entraînement, mais aussi dans les structures. On se dit, tiens, voilà, le groupe de combat, bon, ok, il y a 10 mecs, est-ce que si on en enlève un pour faire une économie de poste, pour pouvoir mieux les faire rentrer dans le véhicule, est-ce que ça change beaucoup de choses? Allez, hop, on supprime un mec, ou voire 2, et puis sans se rendre compte que non, mais en réalité, c'est... Ça contredit un certain nombre d'observations qui avaient été faites sur le champ de bataille, où on s'est dit, tiens, voilà, le chef de groupe, on va introduire de nouvelles armes. Oui, les armes aussi, pareil, les armes qui sont testées hors champ de bataille, sur le champ de tir, mais pas dans les conditions, psychologiques du champ de bataille, qui souvent changent complètement la manière dont on les utilise, quoi. Juste pour faire une parenthèse, ce côté irréaliste de l'entraînement, c'est intéressant parce que ça vous pousse à dire qu'on ne fait pas assez de jeux de guerre dans les armées françaises, ce qui est un truc qu'on dit depuis longtemps à ce micro, mais ce qui peut paraître contre-intuitif de dire, voilà, ça c'est le truc le plus irréaliste qui soit. Mais en fait, vous pointez bien que de toute façon, tout est irréaliste. C'est pas parce qu'on patauge en Rangers dans la boue pendant 4 jours que ça vous donne vraiment une idée de ce que va être le champ de bataille. Donc en fait, tant qu'à faire, autant l'assumer et autant travailler de manière un peu élaborée et un peu réfléchie sur ce truc-là, y compris avec des dispositifs qui sont clairement assumés comme artificiels autour d'un plateau, dans une salle ou pas, etc. Parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on dort mal et qu'on a froid qu'on a vraiment un sens précis de ce que va être le combat. Exactement. Alors, il faut faire des trucs. Il faut se mettre dans l'inconfort, c'est sûr. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, il faut. C'est un vrai métier. C'est avec ça demande plein de compétences, plein de capacités techniques très précises qu'il faut apprendre, qu'il faut mécaniser d'une certaine façon, on appelle ça driller, qu'il faut apprendre. Donc pour ça, oui, il faut jouer, il faut simuler. Donc il y a cette méthode de la pression, mais aussi il faut faire de la simulation. Il faut essayer de se rapprocher quand même à la méthode Top Gun, quoi, pour les aviateurs. Mais Top
Top Gun, ça on peut dire, donc vous avez tout un développement. C'est un des rares moments où vous parlez de l'arme aérienne, vous parlez des autres armes. Je pense que j'ai le plus grand respect pour les pilotes de chasse. Hein. Je vois ça, mais donc le Top Gun, c'est pour dire ça vient des gros problèmes qu'avaient les pilotes américains pendant la guerre du Vietnam. Et où ils se sont aperçus de plein de choses, mais notamment qu'ils misaient tout sur les missiles, parce que leurs missiles étaient nettement meilleurs que ceux des Nord-Vietnamiens, et que du coup on avait perdu un certain savoir-faire du dogfight, du combat rapproché, etc. Et c'est la fondation de Top Gun pour la Navy, et puis il y a d'autres pour l'Air Force. Et en tout cas de faire des entraînements, si possible, un peu réels, un peu comme Top Gun, sauf que Top Gun, ils sont vraiment trop rapprochés dans le film. Mais voilà. Oui, non, bien sûr. Mais non, mais il y a cette idée d'abord, et on revient un peu à ce qu'on dit, c'est que en dessous de 10 missions aériennes, enfin plus exactement, les pertes surviennent en dessous de 10 missions aériennes. Si un endroit justement où on a pu mesurer l'importance de la qualité tactique sur les événements, c'est bien le combat aérien d'ailleurs. On s'aperçoit que les bons pilotes ont un rendement, si on peut parler comme ça lorsqu'il s'agit de tuer des gens, qui est très supérieur aux gens qui sont les néophytes. Et donc l'idée, et c'est une vraie révolution dans la conception de l'instruction, de la formation des gens, c'est de dire, si dès le temps de paix, on essaie de donner à ces pilotes ces fameuses 10 missions les plus réalistes possibles, avant même qu'ils soient engagés dans des missions, des opérations réelles. Ça va changer le jeu. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que ça change radicalement les performances du combat aérien au Vietnam, et avec un décalage entre la Navy, effectivement, qui est à cette méthode, et le US Air Force, qui est en décalage, qu'ils appliquera un peu plus tard, où le décalage est très important. Donc, c'est à ce moment-là, et les armées de terre vont imiter ce principe, que de dire, si on a peut-être maintenant les moyens techniques de simuler les choses, simplement de se tirer dessus avec des armes faisceau laser, et ça en régiment, ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Mais ça remplacera pas l'expérience. Ça remplace pas la peur. Ça ne remplace pas la peur de la mort, qui fait que, à partir d'un moment, ces armes sophistiquées que vous avez sur vous, vous ne savez plus les utiliser, etc. Et donc, ça a une baisse de rendement considérable sous le feu, au moins pour une grande partie des individus, alors que d'autres vont peut-être surperformer, au contraire. Mais au moins, on simule par exemple les pertes. Donc, vous êtes obligé, si vous êtes neutralisé par un tir laser, vous êtes quand même un peu obligé de faire un peu gaffe, de vous cacher. Donc si à partir du moment où vous vous cachez, vous planquez, vous savez plus où sont vos camarades, donc ça pose des tas de problèmes, etc. Donc il faut essayer d'introduire pousser le réalisme le plus loin possible. Et si possible, si on introduit un petit peu quelques balles réelles dans le dispositif, c'est pas plus mal. Non, mais ça amène à la question que je soulevais, mais qui est une armée peut-elle être performante si elle ne fait pas la guerre ? Et je veux dire, c'est parce que c'est problématique, parce que si on dit oui, si on dit que non, c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre. Il faut trouver un moyen de faire la guerre si on veut avoir un... Non, alors après, il faut être clair. Je pense qu'on peut être performant, bien sûr, sans faire la guerre. L'armée prussienne, après 1815, l'armée prussienne ne fait plus la guerre. Alors avant 1864, en réalité, au Danemark, puis après contre l'Autriche et puis la France. Et quand elle se bat contre la France, elle se bat contre l'armée française, qui est la plus expérimentée du monde. Et cette armée prussienne, parce qu'elle est bien organisée, parce que elle est bien entraînée, bien formée, et parce qu'on y fait beaucoup de simulations, à tous les niveaux. Dans l'art de la guerre, il y a vraiment deux niveaux qu'il faut bien comprendre. Il y a le niveau du champ de bataille, il y a le niveau micro, et il y a le niveau un peu plus macro, où on organise les choses, on manette les choses. C'est pour ça d'ailleurs que dans la formation des officiers, on est vraiment à deux niveaux, au niveau de formation de base, puis après on passe au niveau école de guerre, etc., où on gère autre chose. Et donc la simulation est importante, elle est différente à ces deux niveaux, mais elle est importante à ce niveau. Ce qui fait la force de cette armée prussienne, c'est la simulation, c'est le wargame, enfin le Kriegspiel, c'est les grandes manœuvres, c'est les trucs qu'ils font. Ils inventent une sorte de front virtuel, alors qui ne remplace pas complètement, évidemment, le front. Vous y rajoutez le rétex, l'observation, ils regardent tout ce qui se passe, ils essaient d'introduire le plus d'éléments d'expérience dans leur doctrine, dans leur méthode d'entraînement. Et au bout du compte, alors,
micro, tactiquement, sur le champ de bataille, les soldats français 1870, les soldats impériaux français face aux Prussiens, il leur inflige plus de pertes, micro-tactiquement. Mais maintenant, plus on élargit le scope et plus les Prussiens sont supérieurs en réalité. Avec, il y a une dernière question, mais qui vous intéresse beaucoup et qui nous amène vers des perspectives plus actuelles, qui est la question de l'équipement. Que vous travaillez beaucoup, le livre s'ouvre là-dessus sur Ouzbin, parce que Ouzbin, c'est un truc un peu de voyage dans le temps pour vous, vous dites, il y a une section française équipée donc en 2008, qui fait face à des adversaires qui sont globalement équipés dans les années 60 et qui réussit pas plein de trucs. Alors il y a plein de causes, il y a une dissection vraiment très précise de Ouzbin, donc les auditeurs la liront, et qui, paradoxalement, si elle avait été équipée comme en 45 ou comme en 2020, aurait sans doute bien mieux réussi que de la manière dont elle était équipée en 2008, c'est-à-dire à peu près comme en 1985. Et donc il y a un truc de voyage dans le temps qui renvoie à quelque chose dont on a déjà parlé, je ne sais pas si c'était au micro ou pas, mais les fantassins, c'est toujours les derniers servis sur l'équipement, sur l'amélioration de l'équipement, alors que c'est eux qui mangent tout, c'est eux qui meurent, et c'est pas eux qui sont servis en premier sur les programmes, sur ce qui fait leur équipement. Et Ouzbin, pour vous, c'est vraiment en tout cas le point fixe de votre réflexion sur, il y a un truc qui va pas dans cette évolution de l'équipement du fantassin et donc des investissements faits sur le fantassin dans la deuxième moitié du XXe siècle, appelons ça comme ça. Oui, alors avec ce paradoxe que, effectivement, quand vous avez 10 soldats qui sont tués au combat, comme c'est le cas dans cette embuscade, ça provoque un choc national. On dit, et en même temps, ce sont ces soldats qui meurent. C'est 70% des pertes, ce sont des fantassins. Plus largement, des combattants rapprochés, vous rajoutez quelques sapeurs, mais vous regardez, vous allez au parc André Citroën, vous avez la liste des 600 soldats français qui ont été tués en opération extérieure. Regardez ceux qui ont été tués au combat, c'est quasiment tous des fantassins. C'est le métier le plus dangereux, mais c'est comme ça. Alors, en volume. Et donc, il y a un paradoxe. On dit, si ces gens-là, quand ces gens-là tombent, ça a un effet stratégique, c'est un effet national, dans ce cas-là, ces gens-là devraient avoir une priorité stratégique, faire en sorte justement qu'ils ne meurent pas, ou qu'ils meurent moins. Et ce n'est pas le cas. Il y a un vrai paradoxe là-dedans. Alors, dans le cas de l'embuscade d'Ouzbin, ce qui me faisait un peu râler, c'est que 2 ans plus tôt, j'ai été en Afghanistan déjà, j'avais fait une mission d'analyse, de rétex. On avait failli engager déjà une compagnie d'infanterie dans le sud, dans la province du Helmand, pour aider dans la province de Kandahar, plus précisément, pour aider les Canadiens qui étaient en très grande difficulté. Et on n'avait pas, finalement, le politique avait dit non, on ne s'engage pas. Et j'étais allé voir ces gens-là, qui étaient une unité d'infanterie très bien, tout à fait cohérente, mais on dit, mais en fait, on n'était pas prêt à aller au combat. Techniquement, matériellement, on n'avait pas les armes, on n'avait pas le truc, on n'avait pas d'armes lourdes, on avait très peu de munitions, on avait... Et donc j'avais fait un rapport en disant attention, faut peut-être se préparer un petit peu à ce que la foudre nous tombe à un moment donné, en Afghanistan. Il faudra bien aller au carton en Afghanistan à un moment donné, et on n'est pas prêt. Et 2 ans plus tard, effectivement, il y a cette embuscade où, au-delà des problèmes circonstanciels qu'il y a pu y avoir, mais qui sont importants, il y a aussi, un problème structurel. Cette unité, au bout du compte, la section qui arrive en tête, qui tombe dans l'embuscade, c'est un problème d'équipement, un problème de structure. Vous avez 23 mecs qui sont sur cette piste, sur une section en théorie qui en compte 39. Mais les opérations, on réduit un peu les effectifs, on gagne un peu de pognon en réduisant le nombre de postes. Ces gens-là, ils manquaient un petit peu de puissance de feu, par exemple, tout simplement, là aussi, parce qu'on a réduit un peu les choses. Ils avaient sur eux 200 cartouches, alors que leurs camarades du même régiment qui étaient engagés en Capissa, eux, en avaient 400. Déjà, juste avec 400 cartouches sur soi, ça permet peut-être de tenir un peu plus longtemps, d'avoir un peu plus de puissance de feu, et ainsi de suite, et tout un tas de trucs. S'ils avaient des armes un peu plus puissantes, des lance-roquettes, des trucs comme ça, ils auraient pu... mais non, on n'a pas fait l'effort parce que
Parce que c'est pas la priorité, tout simplement. Alors, plein de domaines. Au niveau macro, on va donner la priorité plutôt à des grands programmes industriels. Alors, les industriels eux-mêmes seront beaucoup plus intéressés pour fournir des gros matériels dits majeurs, prestigieux, qui coûtent très cher, alors qui sont évidemment extrêmement utiles. Mais les petits programmes d'équipement, c'est ça, c'est un paradoxe. Petits programmes d'équipement pour équiper nos gars qui sont sur le terrain, finalement, ça passe à... Je donne juste un exemple. En 2005, on se dit, le FAMAS, notre fusil d'assaut en dotation, c'est pas mal, mais il commence à dater un petit peu, quoi. Mis en service en 1979. Et en plus, ça nous coûte très cher à les entretenir. Ils sont vieux. Il faut peut-être songer à un remplaçant. Sachant que 2005, c'est 3 ans avant Usbin, l'engagement en Afghanistan, l'engagement en Pire-Sud, toute une série d'engagements de nos soldats. Moralité, quand est-ce qu'on l'aura remplacé? 13 ans plus tard. Il nous aura fallu 13 ans pour acheter une arme, le HK 416, qui existait déjà en 2005, quoi. Et sachant qu'en plus, c'est pas un programme majeur, je veux dire, ça va pas ruiner les finances de la France en changeant de fusil d'assaut, quoi. Donc on aurait pu le faire dès cette époque. Et quand on voit la galère que ça a été de le changer et les polémiques sur mais c'est plus français, alors que le FAMAS c'était donc fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, et du coup il y avait un truc identitaire, mais c'est intéressant. Au passage, le FAMAS, dans les années 70, on s'était posé la même question. Au début des années 70, on se dit, en fait, nos fantassins, ils sont toujours équipés de pistolets mitrailleurs, de MAT 49 et de fusils semi-automatiques, alors que tout le monde est équipé de fusils d'assaut. Quand on s'engage en 78 en Afrique, quand le 2e régiment étranger de parachutistes saute sur Kolwezi, ils sont toujours équipés de pistolets mitrailleurs comme pendant la guerre d'Algérie et de FSA, face à des gens qui sont équipés de fusils d'assaut. Quand les Marsouins, eux, sont engagés au Tchad à la même époque, pareil, ils se retrouvent face à des gens qui sont mieux équipés, des groupes armés africains qui sont mieux équipés que nos fantassins. Et donc déjà à cette époque, on dit, il faut peut-être faire un petit saut, un petit effort, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, non, il faut fabriquer français. Alors au départ, on voulait acheter allemand, déjà. On voulait acheter le G3 allemand. Et puis, je crois que c'est Michel Debré qui avait dit, non, français, donc on va faire le FAMAS. Donc on a décalé dans le temps. Mais pour, au bout du compte, sortir une arme très chère par rapport aux autres, mais qui était, ceci dit, qui était assez performante et qui était française. Mais non, ce que je veux dire, c'est 13 ans pour acheter un fusil d'assaut, quoi. Et ce qui dit quelque chose de la place de l'infanterie, de la place imaginée de l'infanterie. C'est très bien. Alors, il y a les grands programmes, les Mirages, les Rafales, les porte-avions, etc. Pas de souci, mais il y a aussi un truc de même pendant l'armée de terre, Pacte de Varsovie, moyens anti-chars. Oui. C'est ça qui a pris, etc. Et très bien, c'était sans doute très bien d'avoir des moyens anti-chars pour arrêter les hordes de T-72 qui déferleraient sur l'Europe occidentale. Mais il y a un truc Et pour autant, et c'est ça qui est marrant, c'est que le petit équipement, c'est ce qui est culturellement très impactant pour tout le monde. C'est-à-dire le HK, quand tout le monde a commencé à le percevoir, on en parlait quand même beaucoup. Là, pareil, le treillis, quand le treillis change, il y a un truc, parce que ça, en fait, tous les militaires, dans l'occurrence de l'armée de terre, mais pas que d'ailleurs, en ont. Et du coup, il y a un truc, et vous le soulignez très bien, mais ça coûte pas très cher, en fait. Paradoxalement, alors après, c'est des volumes énormes, donc il faut pas mélanger les trucs, sinon il y a une empreinte logistique qui augmente. Mais c'est des petits trucs qui font moins la une des journaux, encore que la presse régionale, pourquoi pas, parce que c'est ce qui a une importance pour les gens, mais qui, fondamentalement, donnent aussi un sens à tout le monde, mais notamment en fantassins, qui sont pas oubliés des grands investissements de l'État, quoi. Oui, c'est ça, avec ce paradoxe d'ailleurs que ce sont globalement les fantassins que l'on voit aussi. Vous voyez les sentinelles, enfin vous voyez quand on dit on va présenter un soldat, finalement au bout du compte on va présenter un fantassin. Quand on dit on travaille sur le soldat augmenté, ça aussi on peut en parler d'ailleurs, mais le soldat augmenté, le super soldat, on montre un fantassin. Donc c'est à la fois très, très symbolique. Et ce qui renvoie à un truc on parle assez souvent, mais qui a été théorisé par Bénédicte Chéron, c'est dans toute cette période, c'est ce qu'elle a appelé l'effacement de la fonction combattante. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ne
donc pendant les années 70, surtout 80, 90, 2000, on essaye d'effacer le fait que les militaires parfois tuent les gens et parfois ils meurent. Donc forcément, c'est pas ça qu'on cherche à mettre en avant à l'époque. Et pour ça, il y a la grande trinité de l'époque, des années 90 et 2000. C'est quand on parle des armées, on parle de quoi? On parle du Rafale, du Charles de Gaulle et des commandos. Parce que, c'est-à-dire tout l'inverse du fantassin de régiment d'infanterie classique, parce que c'est des trucs qui soit sont de l'excellence technologique, soit sont des choses qui sont sous le régime de l'exceptionnel, de force spéciale, etc. Ça permet d'éviter de se poser la question de ces fantassins qui, si ça se trouve, vont devoir faire la piétaille s'il y a un affrontement majeur, quoi. Oui, ça évite de les engager, ça évite d'avoir des morts, ça évite tout un tas de trucs. Donc on essaie de faire un petit peu la guerre à distance. Et s'il y a des proxys qui peuvent aller se taper au sol à notre place, on le fait, quoi. Mais oui, non, mais derrière cette idée, il y a cette idée que on peut... d'abord, ça fait plus moderne, hein, ça fait plus high-tech. Voilà, toutes ces frappes aériennes, ça fait de belles images, ça fait des forces spéciales, tout ça. Bon, ok, ça a de la gueule. Mais au bout du compte, outre que ça coûte très cher pour flinguer des ennemis, ça montre aussi qu'on hésite. On a fait 5 guerres contre des États ou des proto-États, la France, de 1990 à 2011. Donc contre l'Irak, contre la République bosno-serbe, contre la Serbie, contre la République des talibans en 2001 et contre la Libye de Kadhafi. Bon. Combien de soldats français sont morts, tués, en combat rapproché par ces gens-là? 0. On a fait une guerre à distance contre ces gens-là. Alors, pendant la première guerre du Golfe, on a engagé des troupes, mais finalement, il y a eu très peu de combats et aucun soldat n'a été tué par l'armée irakienne. Et donc, on avait trouvé une sorte de solution en disant, voilà, on fait une guerre un peu aseptisée où on évite de verser du sang, et s'il y a du sang, c'est celui des autres, hein. C'est celui des Irakiens qui vont se battre contre l'État islamique à Mossoul, etc. Puis nous, on est derrière, on appuie, etc. Oui, mais... Ce qui n'est pas un objectif absurde d'éviter que ces soldats meurent. Bien sûr, mais le problème, c'est que, et on y revient, c'est de temps en temps, si on veut vraiment gagner les guerres, il faut quand même envoyer, au bout du compte, des soldats. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent planter des drapeaux, qui aillent les défendre, qui aillent prendre les villes, qui les défendent. On peut faire tout ce qu'il y a autour, hein, et on le voit d'ailleurs en Ukraine. Hein. Au bout du compte, c'est... à la fin de la partie, c'est les drapeaux qu'on compte, hein, quand on négocie. Et pour ça, il faut des gens qui soient autour de ces drapeaux, quoi. Avec un truc qui est quand même le paradigme actuel, qui est que pour autant les armées françaises se sont montrées plutôt bonnes, voire très bonnes, dans tout un tas d'opérations quand il y avait des adversaires. Il y a toujours des adversaires, mais quand il y avait des adversaires territorialisés, etc., que ce soit Serval, que ce soit même en Libye, même s'ils ne sont pas... Mais voilà, quand il y a un adversaire bien en place, en fait, il y a les moyens de le disloquer, il y a les moyens de le mettre en retraite. Et puis, c'est aussi le grand paradigme actuel. Vous en parliez dans le temps des guépards, notamment. C'est aussi une grande tradition, mais la tradition expéditionnaire des armées françaises. Mais il y a aussi, depuis une décennie plus, il y a aussi eu des engagements de l'armée de terre et des troupes de mêlée, dans des missions qui n'étaient pas de mêlée, qui étaient beaucoup plus de police, qui étaient beaucoup plus de maintien de l'ordre, etc. Typiquement Barkhane, toute la séquence Barkhane. Et là, on est sur des résultats beaucoup moins probants sur le long terme. Barkhane, c'est encore de la guerre. Hein. C'est la guerre contre les organisations armées. C'est finalement, d'ailleurs, la plupart des guerres que l'on a menées, c'était contre des organisations armées. Après, il y a d'autres missions qui sont les missions de police, au sens large, hein, les missions d'interposition, de stabilisation, etc. Où, au bout de compte aussi, on a besoin d'avoir des gens quand même au sol pour essayer de contrôler un petit peu au moins l'espace. Mais dans ces opérations de guerre contre les organisations armées, l'Afghanistan, au Sahel, on s'aperçoit, oui, qu'il faut aller quand même un peu au carton, quoi. Il faut aller chercher. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la rareté aussi de la ressource. Bien comprendre que, et ça c'est assez inédit dans l'histoire, c'est qu'on n'a jamais eu aussi peu de combattants
en France, combattants rapprochés, hein, donc fantassins, plus tous ceux qui vont combattants de mêlée, par rapport à la population française. Vous avez peut-être un combattant de mêlée pour, 2000 habitants, 2000 Français, quoi. C'est inédit dans l'histoire. Jamais on a eu si peu de gens destinés à d'aller au combat. Et quand on les engage, finalement, ils sont... on a un vrai problème aussi de masse, de quantité, quoi. En Afghanistan, globalement, on engage 2 bataillons d'infanterie. En Capissa, en Surabhi, c'est 2 bataillons d'infanterie. Point. La France n'est capable d'envoyer que 2 bataillons d'infanterie pour aller dans cette région. En réalité, et sur ces 2 bataillons, à ce moment-là, concentrer tous les efforts d'entraînement, de formation, on était concentrés sur ces 2 bataillons qui tournaient, et on ne pouvait pas faire plus. Et quand ces bataillons combattaient, on concentrait aussi un certain nombre de moyens pour faire en sorte que sur tous les points de contact, ils aient une supériorité absolue par la qualité de l'entraînement, mais aussi par un certain nombre d'appuis, tout ce qu'on pouvait leur fournir, ou les Américains pouvaient fournir, ce qui aboutissait à une forme de guerre un peu étrange, où pour faire ça simple, on aboutit à dépenser 1 million d'euros pour tuer chaque mec en face, quoi. Parce que on surblinde, on protège, on fait en sorte, et c'est tout à fait louable, de diminuer au moins le risque pour nos combattants, mais ça aboutit au fait qu'on gagne tous les combats rapprochés, incontestablement, tous les trucs au contact, quasiment, à part l'embuscade du Zbin, mais au bout du compte d'ailleurs, l'embuscade du Zbin, tactiquement, on reprend le dessus, et comme disait le sous-chef opération à l'époque, on leur a mis au bout du compte du raclée, mais c'était pas le sujet. Donc on gagne tous les points de contact, mais on n'a plus assez de moyens pour avoir suffisamment de petites victoires pour obtenir un effet stratégique. Je peux dire, la réflexion, c'est de dire, même à Ouzbin, alors certes, la moitié de la section a été détruite, mais ils en ont perdu 5, 6, 8 fois plus en face, donc d'un point de vue strictement mathématique et comptable, la bataille est techniquement gagnée, ce qui est une partie pas fausse de l'analyse, mais qui n'est pas exactement ce qui n'était pas le sujet du jour. Puis c'est pas comme ça que ça a été ressenti, quoi, surtout, pour tout un tas de raisons. Avec cette particularité, c'est que effectivement, si quand vous êtes aussi fort, vous avez autant de moyens très supérieurs face à un adversaire, que cet adversaire finalement vous résiste, vous surprend, vous résiste, vous dites oui, en fait, c'est lui le vainqueur, même d'une certaine façon, c'est le vainqueur moral de cette affaire. Moi, si j'affronte Mike Tyson sur un ring, si je tiens un round, ça va surprendre tout le monde, et puis on dira c'est moi le vainqueur. C'est le principe. Maintenant, vous pouvez peut-être le prendre. Mais moi non plus, je suis plus non plus au top. Donc bien sûr, c'est pas comme ça que ça a été ressenti. Mais pour faire simple, à force d'essayer d'assurer par chaque victoire tactique, on a des victoires purement tactiques, voire micro-tactiques, mais on n'en a plus assez pour avoir un effet stratégique. Et ça, c'est un vrai problème. On a un vrai problème tout simplement de quantité. On parlait de la qualité de nos forces, de tous les moyens qui sont nécessaires, mais tout simplement, on a très peu d'hommes maintenant, ou de femmes, qui sont destinés à aller dans ces zones de mort pour aller... vas-y. Alors, du coup, la perspective par rapport à ça, maintenant, c'est évidemment la remontée en puissance, dont tout le monde parle, et la perspective d'un conflit de haute intensité, c'est l'hypothèse de travail des chefs d'état-major, c'est le cas du général Burkhardt avant qu'il parte, et maintenant du général Mandon. Voilà, il y a l'idée qu'il faut remonter en puissance, il faut être capable d'affronter le choc russe, qui sera forcément multifactoriel, hybride, appelons ça comme on veut, sur tous les espaces immatériels. Bref, il y aura plein de choses. Mais il y aura aussi, vraisemblablement, si la guerre en Ukraine est le moins du monde une indication sur à quoi ça pourrait ressembler, il y a forcément à un moment des bottes sur le terrain et la nécessité pour l'infanterie de faire des trucs. Donc je vous ai proposé un gimmick en guise de conclusion, mais qui serait des pistes de... J'allais dire si vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre, mais c'est pas... Bon, peu importe. Mais en tout cas, 5 trucs à faire dans un avenir immédiat. C'est-à-dire pas
avoir la meilleure infanterie du monde. Oui, certes, ce serait bien, mais ça prendra un petit moment et c'est un peu complexe comme équation. Mais 5 trucs très concrets à faire en moins d'1 an ou de 2 ans pour améliorer la qualité tactique, opérationnelle, stratégique du fantassin, enfin, ou du combattant de mêlée français. Alors là où je suis un peu embêté, c'est que maintenant, quand je regarde ce qui se passe notamment en Ukraine, en réalité, je me sens un peu obsolète en la matière de combat d'infanterie. Je n'aurais pas dit ça il y a 2 ans. 2 ans, j'ai dit, ok, ouais, super, bon, le combat d'infanterie, je maîtrise parfaitement. Là, je me dis, non, les choses ont quand même beaucoup changé. Et donc, on est sur des formes de combat. Par les drones ? Oui, pour faire simple, oui, la massification des drones, le drone tout le temps, partout, sur le champ de bataille, qui font plein de choses. C'est comme s'il y avait des snipers dans le ciel, c'est évolué dans le champ de bataille ukrainien. Arriver simplement au contact de la ligne ennemie, c'est évolué sur 10 km de sniper, quoi, aérien, quoi. Donc ça change quand même beaucoup de choses dans tout, hein, dans l'équipement, dans les structures, donc c'est beaucoup plus éclaté. On parlait de la décentralisation jusqu'au niveau du groupe de combat pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, regardez sur le terrain, c'est même plus des groupes de combat des hommes, c'est 3-4 hommes qui évoluent. Il y a des armes qui étaient destinées à tirer à 600 mètres, par exemple, qui ont disparu, sont remplacées par des armes anti-drones, etc. Donc le combat a complètement changé en la matière, et donc la première chose à faire quand même, c'est de regarder de très 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 près comment ça se passe et d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Moi, ce dont je rêve aussi, c'est qu'on prenne des chefs de groupe de combat d'infanterie, des sergents. On prend les meilleurs sergents de France et on les réunit, on leur dit, voilà comment vous voyez les choses, vous, au lieu de confier ça à des gens qui n'ont pas été chefs de groupe. Moi, j'aurais adoré qu'on me dise, lorsque j'étais chef de groupe, la panoplie alors le système Félin, c'était le système de soldats augmentés, super high-tech, ça coûte 42 000 € pièce. J'aurais adoré qu'on me dise, tu es chef de groupe, on te file 42 000 €, tu achètes ce que tu veux pour ton groupe. Et je pense que au lieu d'attendre 10 ans, un truc qui finalement va faire globalement un gros flop, j'aurais eu tout de suite des trucs très concrets. J'aurais acheté sur étagère des équipements, des tenues, des moyens de communication, voire des armes si c'était possible, très vite, très concrètes, avec la possibilité de les changer très vite au fur et à mesure des évolutions. Donc j'adorerais qu'on appelle les chefs de groupe et qu'on leur dise, voilà comment vous voyez votre groupe idéal, sachant regarder ce qui se passe en Ukraine, et à partir de là, comment vous voyez l'évolution de votre affaire, qu'on demande aux gens véritablement ce qu'ils font réellement et ce qu'ils en pensent. Au passage, c'est comme ça que... Vous pensez qu'on ne le fait pas du tout ? On le fait pas assez. Ça c'est clair. Mais, c'est par exemple comme ça qu'on a inventé le fusil d'assaut, quoi. C'est en demandant aux gens, voilà, qu'est-ce que vous faites réellement, quoi. Et on s'aperçoit, ça sert à rien d'avoir des armes qui tirent à 800 mètres, à part quelques snipers et choses comme ça. Et donc autant avoir des armes un peu différentes, quoi. Au lieu de donner la parole aux ingénieurs, on donne la parole aux soldats, ceux qui utilisent les équipements, par exemple. Après, voilà. Donc je sens un peu embêté avec ça, sachant qu'on a beaucoup de contraintes aussi d'évolution. Alors, ce que je pense, c'est malgré tout que il faut peut-être réorganiser, par exemple, le groupe de combat d'infanterie. On est sur des groupes de combat à 2 fois 3 hommes. Et tout le monde sait, toute l'expérience sait que ça marche pas, quoi. Que le minimum, c'est d'avoir des équipes de 4. Mais ça, on sait depuis 100 ans, quoi, depuis qu'on a fait vraiment toutes ces premières expériences. Mais non, ça rentre avec la légère contradiction qu'effectivement en Ukraine, même 3 hommes, ça passe difficilement de nos jours, donc c'est un homme, 2 hommes. Non, mais c'est 3, 4, mais je veux dire, à 4, on fonctionne beaucoup mieux qu'à 3, tout simplement. Comme une unité de base, un peu symbiotique. Comme cellule de base, cette équipe, etc. Si j'avais un vœu aussi, c'est qu'on impose complètement la méthode opaque,
que j'avais inventé quand j'étais sergent, chef de groupe. En gros, on redéfinit la manière dont on donne des ordres. Ça paraît très basique, très simple, mais ce qui montre aussi d'une certaine façon. C'est quoi OPAC? Ça veut dire objectif, position, action. C'est très simple en fait. C'est le chef de groupe de combat d'infanterie. C'est toujours pareil. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, quand j'ai commencé, et je me dis, écoute. Il y a une forme de mépris un petit peu quand même sur l'intelligence des gens. Dire, écoute, on t'a divisé le boulot. Tu as X situations possibles et pour chaque situation, on t'a préparé une checklist, un cadre d'ordre, on appelle ça. Et donc, il suffit que tu vois la situation, tu appliques la checklist. C'est quoi la situation? C'est on me tire dessus? Non, si tu dois te déplacer, si tu dois utiliser telle arme, il y a une checklist particulière pour tel type d'arme. Si tu dois défendre une position, en fonction en gros des missions. Et donc, on se retrouve avec un dépliant avec 15 cadres d'ordre à donner sous le feu. Je dis, mais attendez, mais ça marche jamais, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Je rappelle, et dès que vous avez un petit peu, et là aussi on y revient, dès que vous avez un petit peu de pression, que vous vous rappelez plus de ces cadres d'ordre. Et l'avantage d'avoir été fantassin mécanisé, c'est-à-dire d'avoir été aussi chef de char, chef d'engin et chef de groupe de combat, etc., c'est que je dis, mais pourquoi on ne fait pas lorsqu'on est en véhicule, quoi. En véhicule, on donne des ordres très simples. Il ne faut pas occuper le réseau radio. Donc, on donne des ordres très compacts, très simples, et qui fonctionnent fondamentalement toujours les mêmes. C'est toujours le même. On dit, voilà ce qu'on doit faire, voilà où est cette cible, ou voilà où on est, et voilà ce que... l'objectif, la cible, voilà où elle est, voilà où on est, et voilà ce qu'on doit faire. Et donc, ça remplace tous les cadres d'ordre. Et donc, moi, comme chef de groupe, comme chef de section, comme commandant de compagnie, j'ai fait appliquer toutes ces méthodes, et on s'aperçoit que rien que ça accélère le fonctionnement du groupe de combat, et donc qui est peut-être 2 fois plus performant, parce que ça permet d'aller plus vite, de tirer plus vite, ça permet au chef de groupe de se concentrer vraiment sur un certain nombre de décisions, ça permet, comme c'est simple, les chefs d'équipe eux-mêmes peuvent faire la même chose, s'y remplacent le chef de groupe, etc. Donc ça fonctionne bien, ça fonctionne mieux que la méthode réglementaire. Et donc je me dis, bon ok, ça marche tellement mieux, que c'est tellement évident que ça va s'imposer, quoi, ça va se diffuser. Et en fait, non, quoi. Et donc on est toujours fondamentalement sur des trucs qui, à moins que ça ait radicalement changé depuis que je suis parti, mais qui sont pas, qui fonctionnent pas bien, quoi. Parce que on n'est pas, encore une fois, on n'a pas complètement dans la réalité du champ de bataille. Donc ça, oui, j'aimerais bien qu'un jour on dit, tiens, ok, allez, la méthode Goya, la méthode de commandement, alors peut-être l'adapter, elle est appliquée par tout le monde. Ça serait mon grand rêve. Et son échec a été l'échec de cette diffusion, et c'était un de mes grands regrets. Voilà, mais vous avez un intérêt particulier pour... vous dites, là, il se passe un truc en ce moment aux États-Unis. Oui. Oui. Alors, un acronyme que j'ai oublié, mais je l'ai oublié aussi, mais... Je vais le retrouver. Mais vous dites, là, en ce moment... Ah, voilà, un coup de bol, je suis tombé direct sur la page, c'est vers la fin. La Close Combat Lethality Task Force, donc le groupe de travail sur le combat rapproché, CCLTF. Oui. Là, en gros, ce que vous dites, c'est qu'ils bossent bien et ils essayent de regagner une supériorité qualitative tactique de l'infanterie américaine. Vous dites, bon, c'est un peu audacieux, il ne faut peut-être pas tout axer là-dessus, mais si ça marche, ça fait une vraie différence. Bien sûr. Encore une fois, le combat d'infanterie, jusqu'à très récemment, il n'a pas beaucoup évolué, on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et donc, cette idée de faire vraiment un saut qualitatif à l'infanterie, de faire en sorte qu'une section d'infanterie elle soit imbattable par une unité d'infanterie adverse de moindre qualité, quoi. Enfin, et donc il dit, voilà, il faut mettre le paquet là-dessus. Et il faut avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'on a eu globalement, on a eu plutôt une approche, encore une fois, technique. Alors, je parlais du programme Félin, on a dit, tiens, si on augmente les capacités de l'infanterie, c'est pas compliqué, on va mettre plein de gadgets sur le fantassin, et puis il va devenir beaucoup plus performant, quoi. Et puis on s'aperçoit que ça marche pas très bien, quoi. Il y a peut-être contraintes techniques, physiques, qui font que, au
bout de compte, ça en a dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais ce que disent les Américains, alors ça m'a beaucoup influencé, effectivement, y compris dans l'écriture de bouquins, c'est de dire, oui, il faut faire la priorité, c'est le groupe de combat d'infanterie, et 2, donc il faut mettre le paquet et avoir une approche globale, c'est-à-dire comment on forme les gens. Donc c'était le général Mattis qui était à ce moment-là secrétaire à la défense de Trump 1, qui disait, voilà, il faut créer un Top Gun du groupe de combat d'infanterie. Donc des centres d'entraînement où on les fait passer, très, très réalistes, où on fait passer chaque groupe de combat, et ils accumulent comme ça de l'expérience. On réfléchit par exemple sur la maturation des individus. Alors, en sachant que ce truc-là existe dans une certaine mesure en France, c'est le Santac de Sisson et le Sanzub de... Non, le Sanzub... Enfin, bon, oui, le Sanzub ou le Santac. Le Santac Mailly. Oui. Donc, avec des centres très spécialisés pour des milieux, donc Santac c'est un milieu plutôt ouvert, et le Sanzub c'est en zone urbaine. On avait eu le colonel Pierre Santoni à ce micro qu'il avait commandé à une époque sur le combat urbain. Et voilà, ça existe, simplement, c'est pas énorme, et on peut pas dire que les militaires y passent beaucoup de temps. Mais alors, moi, tous ceux avec qui je parlais disent, quand on en sort, on a quand même passé un palier, sauf que la vie de militaire étant un perpétuel renouvellement, les gens partant, revenant, en fait, il faudrait pouvoir passer régulièrement, et de fait, il n'y a pas les installations dimensionnées en France pour ça, quoi. Oui, bien sûr. Mais alors, au passage, d'ailleurs, ça me fait penser à notre vœu possible, c'est de dire, mais stabiliser les unités d'infanterie, les sections d'infanterie. Quand je commandais ma section d'infanterie, j'ai eu 65 hommes sous mes ordres en 3 ans, pour un effectif théorique de 39. Donc ça tourne en permanence, on n'a jamais les mêmes hommes, on part en opération, on change de structure, etc. On est quasiment toujours en sous-effectif, et donc l'impression un peu de perpétuel recommencement. Donc on est obligé de revenir à la base du combat d'infanterie, au lieu de capitaliser petit à petit, non, on est obligé de revenir en permanence. Bon, c'est très déstabilisant. Mais c'est la dialecte, c'est le problème qui était déjà là quand on parlait d'unité d'élite ou de division d'élite. Oui, très bien, et en même temps, il y a aussi, c'était le modèle allemand de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, d'avoir des unités hyper élites, etc. Et en même temps, ce qui a marché, c'est plutôt un modèle de diffusion large, et donc pour avoir une diffusion large, il faut mélanger des nouveaux avec des anciens, etc. Donc c'est problématique très insolvable ça. Qui est au moins une stabilité un peu des structures. On change de structure à chaque opération. Donc c'est quand même... C'est le propos du GTIA, c'est le groupement tactique interarmé, c'est d'associer des gens qui... Oui, mais ok, d'accord, niveau GTIA, c'est bien. Alors si en plus ces gens-là se connaissent avant, c'est très bien. Moi j'ai été dans 2 régiments intrinsèquement, organiquement, interarmes. Donc, premier régiment d'infanterie mécanisée, il y avait des chars de bataille, des AX-30, il y avait tas de trucs. Et donc, on travaillait en permanence ensemble et du coup, on était très forts. Dans ce combat outre-mer, j'étais un autre régiment interarmes. Et bien voilà, moi j'apprenais, j'étais en permanence avec des bigorres, des artilleurs, donc j'apprenais plein de trucs et on savait très bien travailler ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau le plus bas, même au niveau de la section d'infanterie, par exemple, donc on est sensiblement les mêmes structures. On change de section d'infanterie chaque fois qu'on change de théâtre d'opération. Donc c'est quand même très déstabilisant. On a besoin de stabilité. Mais pour revenir à cette idée de faire un effort, oui, donc la stabilité, c'est un élément important. Ça permet de capitaliser une expérience. C'est de décentraliser un peu, par exemple, on parlait des équipements. Pourquoi est-ce que les équipements du soldat doivent être centralisés au niveau le plus élevé de la DGA, etc., qui a été conçu pour gérer des grands programmes, le programme nucléaire en premier lieu. Pourquoi on ne décentralise pas? Pourquoi on laisse pas les brigades, par exemple les brigades de manœuvre, on dit voilà, vous avez une enveloppe de 100 millions d'euros pour l'année, vous achetez ce que vous voulez, quoi. Avec des dérogations. Là aussi, les forces spéciales, par exemple, ont des dérogations ils peuvent acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent, quoi. Bon, pour faire simple. Pourquoi pas? Alors que si c'est une priorité, notre remontée en puissance, etc., pourquoi on ne fait pas la même chose pour tout le monde, en réalité, pour les forces normales? Ce qui renvoie vers un modèle vastement différent d'industrie de l'armement et d'écosystème de l'armement, où il faut accepter que, du coup, on peut acheter à tout le monde, y compris, et que c'est pas un scandale si on achète à des étrangers, etc., et que tous les programmes n'ont pas besoin d'être nécessairement nationaux. Ce qui est... si ça passait, ça ferait grincer quelques dents, mais...
Oui, non, mais il faut un peu plus d'agilité, de souplesse, faire comme les Ukrainiens. Quoi. Les Ukrainiens, ils ont une très grande autonomie. Alors, c'est aussi parce que le système étatique ne fonctionnait pas forcément très bien. Donc, ils ont appris à être très décentralisés, très, très autonomes, où les brigades, finalement, peuvent acheter directement des choses, sont financées par les civils. Enfin, bon, alors, c'est un peu bordélique, mais ça offre quand même beaucoup de souplesse. Donc, là aussi, pour des petits équipements, un truc comme ça, est-ce qu'on a besoin de faire un truc hyper centralisé? Donc, décentralisons le combat. Dans les réflexions américaines, il y a la réflexion, par exemple, sur la maturité des gens. Nos fantassins sont des jeunes. Parler de l'embuscade du SBIN, en fait, la moyenne d'âge, à part l'infirmier qui avait 42 ans, je crois, les autres, ils ont 20 ans. Vous faites la moyenne d'âge des soldats israéliens qui sont tués à Gaza, dans les brigades des unités d'actifs, c'est 20 ans. Tout grade confondu. 20 ans, ok, alors c'est bien, c'est des gens jeunes qui courent très vite, mais c'est pas forcément la maturité. Les meilleurs soldats, une des forces, des unités de forces spéciales, outre leur équipement, leur entraînement, leur sélection, etc., c'est aussi qu'ils sont des gens de 30 ans, des gens mûrs, qui prennent, qui réfléchissent un petit peu avant de faire n'importe quoi, qui défouraillent pas tout azimut, donc il y a aussi une réflexion, par exemple, sur la maturation des soldats, ce que le métier de fantassin, ce que ça ne devrait pas être, par exemple, un deuxième métier militaire, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette idée de une réflexion globale. On met le paquet sur nos fantassins et on fait ça de manière très globale et avec priorité sur la qualité en pratique de l'entraînement, sur la souplesse de l'équipement, on change, etc. Au lieu d'avoir des grands programmes sur 20 ans, on a des trucs qu'on fait évoluer très vite, qu'on jette, qu'on change, mais que de façon à avoir cette idée d'avoir des sections d'infanterie, des groupes de combat d'infanterie qui soient vraiment au top et supérieurs, sans que ça coûte trop cher, supérieur à, parce qu'il faut aussi en avoir un certain nombre, à tout ce qu'on peut avoir en face. Merci beaucoup, Michel Goyen. Merci, Alexandre. Donc, je vais redonner les références de cette théorie du combattant parue récemment aux éditions Perrin. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques, commentaires, tout ça, c'est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou les réseaux sociaux du Rubicon ou de moi-même. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.